Bonjour. Alors, pour ce 6e épisode consacré à l'arithmétique modulaire, avant-dernier épisode, avant d'attaquer la théorie des groupes plus généralement, nous allons aborder des applications de la fonction totient d'Euler, donc phi de n, et en particulier démontrer ce théorème-là qui s'appelle le théorème d'Euler. C'est une généralisation d'un théorème de Fermat, qui je crois que l'avait mentionné et pas démontré comme d'habitude. Donc Fermat lui-même l'avait mentionné dans le cas où phi de n, est premier, et il avait écrit a puissance phi de n plus phi de p plus 1, disons, ou a puissance p tout court, est congru à a modulo p. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, on va généraliser ça à n quelconque. Alors, si a est premier avec n, a puissance phi de n va être congru à 1 modulo n. La preuve de ça est extrêmement facile. C'est une preuve que j'affectionne beaucoup parce qu'il n'y a rien du tout, il n'y a rien de compliqué à comprendre. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est ça. Si a est un nombre inversible modulo n, la multiplication par a, du coup, est une bijection. Alors pourquoi ça? Simplement, elle est injective parce que a est simplifiable, et puis elle est surjective parce que en fait a est inversible. A fois a inverse x, ça va nous redonner x. Donc si ici on voulait un y précis, un objet y précis, on prendrait ici a inverse y, et on multiplierait par a, et on trouverait le y. Donc cette application est bijective. Alors tout ce que ça veut dire, tout ce qui va être utilisé ici, c'est juste le fait suivant, c'est que si on fait le produit sur tous les éléments inversibles entre eux, eh bien ça revient au même que de multiplier tous les éléments de la forme AX. Pourquoi? Parce que ces deux ensembles, l'ensemble de tous les inversibles ou de l'ensemble de tous les inversibles fois A, c'est le même ensemble, parce que c'est une bijection. Et maintenant, A, dans cette écriture, se retrouve autant de fois qu'il y a d'éléments dans le groupe des inversibles, c'est-à-dire, il se retrouve phi de n fois. Donc on a A multiplié par lui-même, en tout phi de n fois. Donc c'est A puissance phi de n fois, ici, le produit de tous les éléments inversibles. Mais à gauche et à droite de cette égalité, on a le même produit, qui est en fait un produit d'éléments inversibles, donc lui-même est un élément inversible. Donc inversons par ça et on trouve la conclusion, c'est que a puissance phi de n, c'est congru à 1 modulo n. Alors un exemple d'application, on utilise ça souvent pour calculer des puissances, modulo quelque chose. Alors on peut ici calculer ça pour des nombres qui sont beaucoup plus grands que celui qui est mentionné ici, et c'est extrêmement rapide. En fait, ici on s'intéresse à 7 puissance 2321 modulo 45. Alors vous pouvez essayer 7 puissance 2321, la plupart des calculatrices abandonnent. Il y en a peut-être qui tiendraient le coup parce qu'elles savent qu'on calcule modulo 45, mais sans ça, pas d'espoir. Donc comment calculer quelque chose d'aussi énorme, 7 puissance 2321? Modulo 45, on va pas d'abord calculer la puissance, puis prendre la classe modulo 45, on va essayer de passer par des chemins de traverse. Alors, phi de 45, en fait, 45 c'est 5 fois 9, phi de 5 c'est 4, phi de 9 c'est 6, donc ça fait 4 fois 6, 24. Donc phi de 45 c'est 24. Et 2321, c'est un multiple de 24, c'est 96 fois 24, plus 17. On a juste fait ici une division euclidienne. Donc, ça veut dire que 7 puissance 2321, c'est 7 puissance 24 puissance quelque chose, fois 7 puissance 17. Mais 7 puissance 24, ça fait 1. C'est justement phi de n 24. Donc, il nous reste juste le 7 puissance 17. Donc 7 puissance 2321, c'est la même chose que 7 puissance 17 modulo 45. Voilà, donc là c'est déjà beaucoup plus gérable, mais même pour ça on peut faire autrement, on n'a pas besoin de calculer 7 puissance 17 directement, même pour les calculatrices, des fois, ça peut dépasser le nombre de chiffres qu'elles sont capables d'afficher, le nombre de chiffres exacts qu'elles sont capables d'afficher, donc on ne va pas utiliser
le calcul directement, ce qu'on peut faire, c'est dire 17, c'est par exemple 16 plus 1. On peut le faire différemment, hein, mais 16, j'aime bien 16 parce que c'est une série de puissance de 2. 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, hein, c'est 2 puissance 4. Donc on va pouvoir en fait prendre des carrés successifs. Donc 7 puissance 17, ça va donc être 7 au carré à la puissance 8 fois 7. 7 au carré, c'est 49, 49 modulo 45, c'est 4. Donc on se retrouve à 4 puissance 8 fois 7. Maintenant, 4 au carré, c'est un peu plus petit que 45, donc je passe directement à 4 puissance 4. 4 puissance 4, qui est 64. 4 puissance 4, qui est donc quelque chose d'extrêmement... Non, 4 puissance 4, c'est pas ça. Excusez-moi, 4 puissance 4, c'est 256. Et 256, modulo 45, ça fait 31. Donc on se retrouve avec 31 au carré fois 7. 31 au carré lui-même, on peut le calculer. Modulo 45, ça nous donnera 16. Puis 16 fois 7, ça nous donnera, modulo 45, 22. Donc, on a réussi, comme ceci, à calculer 7 puissance 2321 sans jamais avoir recours à de grands nombres, donc en restant dans le domaine du raisonnable pour un ordinateur ou une calculatrice. Un autre exemple, alors peut-être beaucoup plus impressionnant, c'est par exemple le nombre de Graham lui-même. Hein, vous savez, ce sont des puissances de 3 successives, des tours de puissance de 3, 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, etc. Donc c'est défini, les nombres de Graham fait partie de cette suite, hein, mais encore, il est loin d'être arrivé, mais enfin, il est très très loin dans cette suite, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir répondre à la question, quel est son dernier chiffre? Alors, on peut définir, ce qu'on va faire, c'est définir la suite qui va parmi laquelle il y a le nombre de Graham, c'est, on part de 1, et on va prendre 3 puissance le nombre précédent. Donc on obtient au départ 1, ensuite 3 puissance 1 qui nous fait 3, ensuite 3 puissance 3 qui nous fait 27, ensuite 3 puissance 27 qui nous fait déjà ce nombre absolument impossible à prononcer, enfin 7625 milliards 597 millions 484 987, bref c'est déjà un nombre impressionnant, et le suivant ce sera 3 puissance 7 horreur, et le suivant sera 3 puissance la nouvelle horreur, etc. Donc ça devient des nombres absolument gigantesques. Par contre, on peut connaître sans problème leur dernier chiffre. Alors, on peut prendre les classes. Pour connaître le dernier chiffre, il suffit de calculer modulo 10, parce que tout disparaît sauf les unités, en calculant modulo 10. Phi de 10, puisque 10 c'est 2 fois 5, ça nous fait 1 fois 4. D'accord, donc phi de 10 c'est 4. On peut encore continuer, phi de 4 ce serait 2, etc. Alors, on va d'abord calculer les classes modulo 4 et modulo 2. Comme 3 est impair, modulo 2, en fait, comme 3 est impair, modulo 2, toute cette suite va donner un nombre impair, donc ça va donner 1. Maintenant, pour les termes à partir de 1, quand on prend les nombres de x1, x2 jusqu'à l'infini, donc à l'exception de x0, je veux dire, xi c'est 3 puissance, xi modulo 4 c'est 3 puissance la classe précédente, c'est l'application du petit théorème de Fermat, donc ce sera 3 puissance 1 modulo 4. Donc chaque terme de la suite ici, à partir de x1, modulo 4 va nous donner 3. Et maintenant, à partir de 2, donc à partir de x2, quand on calculera modulo 10, la puissance, elle sera à déterminer modulo 4, donc ça nous donnera du 3 puissance la puissance modulo 4, le terme précédent étant congru à 3 modulo 4, donne 3 puissance 3, donc 27 modulo 10. Et ça nous donne donc finalement 7 modulo 10. Donc ce que ça nous dit, ceci, c'est que le petit théorème de Fermat donc, permet de dire que le dernier chiffre de n'importe quel nombre à partir de x2, donc à partir de 27, n'importe quel nombre qui sera dans cette suite aura son dernier chiffre égal à 7. Et ce sera donc le cas du nombre de Graham qui est réputé pour être un nombre immense. Et c'est le cas, c'est un nombre effroyablement grand.
on ne peut pas l'écrire. Si on arrive à écrire un chiffre par particule dans l'univers, on n'arriverait jamais à l'écrire. Donc ce nombre de grammes se termine par 7. On pourrait connaître ces deux derniers chiffres si on avait calculé modulo 100 plutôt que modulo 10. À ce moment-là, il aurait fallu calculer phi de 100, puis phi de 100, etc. Et petit à petit, on construit les classes de congruence de cette suite, modulo les différents phi de n, ce qui nous permet de déterminer les derniers chiffres à chaque fois. Alors, une autre application de la fonction phi, c'est en fait quelque chose qu'on utilise couramment sur Internet, même sans le savoir, c'est les codes à clé publique. En fait, toutes les informations qui transitent sur Internet, quand il y a un HTTPS, par exemple, sont des informations cryptées. Alors, comment on fait pour crypter à la vallée, pour inventer des clés, disons, pour crypter des messages comme ceci, sans s'être entendu au préalable? Pour ça, on peut utiliser des codes à clé publique, et RSA c'en est un exemple. Alors, ça se base sur le constat suivant. Si on prend deux nombres premiers, P et Q, et qu'on forme le nombre n, qui est leur produit, P fois Q. Alors, phi de n, pour nous, est facile à calculer, parce qu'on connaît la factorisation de n. Phi de n, ça va être P-1 fois Q-1. Maintenant, on va prendre un entier, E, qui est premier avec phi de n. Un inversible, du coup, modulo phi de n, et donc il existe un inverse qu'on peut calculer par l'identité de Bézout. On applique l'algorithme d'Euclide, on revient en arrière et l'identité de Bézout nous donne un inverse, f, modulo phi de n. Donc maintenant, si on a un message encodé, si on a un nombre inconnu, un nombre A, on peut l'encoder grâce à un nombre, disons, qui est plus petit que n, et qui est premier avec n. Alors, pour le coder, on prend a puissance e, et on renvoie juste la classe modulo n, ce qui va nous donner un nombre entre 0 et n, moins 1. Et donc a puissance e, ça va être, disons, une façon de coder le message. Pour décoder ensuite, il suffira de calculer le message codé à la puissance f, et en fait, ça nous fera a puissance e fois f. Mais e fois f modulo phi de n, c'est 1. Donc ça fera a puissance 1, et donc ce fera a modulo n. Donc on aura décodé notre message a. Donc si quelqu'un connaît n et e, il peut coder le message. Et pour le décoder, il faut connaître f. Donc e, ce sera la clé publique, et f, la clé privée. Alors, bon, la procédure. B souhaite envoyer un message à A. Alors pourquoi A? À Bob et Alice, bien sûr, puisque l'ordre initial c'est B, A et B. Donc B souhaite envoyer un message à A. A, du coup, choisit deux nombres premiers, P et Q, il fait le produit, et il calcule phi de n, et il choisit la clé privée et la clé publique. Il envoie à B la clé de cryptage et n. En fait, il n'a pas besoin de l'envoyer à B, il n'a qu'à la rendre publique, disponible pour tout le monde, et tout le monde, du coup, peut lui envoyer des messages avec cette clé publique. Il garde bien pour lui, sans la divulguer surtout, sa clé privée, f, et puis maintenant, B, il peut crypter un message en choisissant un nombre qui est strictement plus petit que n, et positif quand même, et qui est normalement premier avec n. Il calcule a puissance e, modulo n, et c'est ça qu'il va envoyer à A. A va recevoir le message codé, il se sert de sa clé privée, en calculant b puissance f modulo n, il va retrouver A. Alors pourquoi ça tient? À cause de ça. Un espion C qui intercepterait les messages B, en fait, imaginons que tout le monde peut savoir ce qui est transmis à peu près partout avec la quantité de Wi-Fi qui est utilisé, forcément qu'on connaît à peu près tout ce qui est transit par Internet, c'est pas très difficile. Par contre, il ne faut pas que ce soit en clair. Donc, si on intercepte le message B, ce qui peut arriver très facilement, ce qui n'est aucun problème, la question est comment on va le décrypter. Alors l'espion C devrait connaître la clé F. Donc pour connaître F, la clé de décryptage, il faut se souvenir, f c'est l'inverse de e modulo phi de n, donc il faut connaître phi de n. Et pour avoir phi de n, on doit factoriser n.
Et ça, c'est très dur. Factoriser un nombre en produit de nombres premiers, même si on sait qu'il n'y a que deux nombres premiers, c'est quelque chose de vraiment difficile. Très très dur à faire. C'est en fait là que se cache, disons, le secret des codes à clé publique, c'est qu'il y a une opération qui est très facile à faire dans un sens et très difficile à faire dans l'autre. Faire un produit, c'est extrêmement facile, factoriser, c'est extrêmement dur. Donc, pour calculer phi de n, notre espion doit être capable de factoriser le nombre, mais factoriser ce nombre, ça oblige donc à une série d'opérations qui sont très très longues à faire. Et le code va donc résister tant que C n'arrivera pas à factoriser n. Alors, il faut faire attention à quelques points avec le code RSA. En fait, les nombres premiers qu'on choisit au départ, ici P et Q, la plupart du temps, ce ne sont pas des vrais premiers, ce ne sont pas toujours des premiers, disons. La plupart du temps, ce sont des premiers, mais je veux dire, on n'est pas certain que ce sont des premiers. Alors ça peut du coup ne pas être, on peut ne pas être capable de communiquer si cela arrive. Mais du coup, on n'a qu'à recommencer avec d'autres nombres, c'est pas un problème. Il y a des messages, même si c'est des premiers, il y a 3 messages qui ne sont pas premiers avec n. Bon, ça à nouveau c'est un petit inconvénient, c'est pas un énorme problème, on peut même ne pas s'en apercevoir. Et un autre problème, par contre, là qui est beaucoup plus sérieux et qu'on aborde très rarement quand on parle de RSA, c'est selon le choix de et, parce que et on l'a choisi au départ, la clé de décryptage, en fait, elle peut être très très proche de et, enfin très proche, très liée à elle. Par exemple, ça peut être juste une puissance de et. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, c'est une des méthodes d'attaque, une des toutes premières méthodes d'attaque à tester, c'est est-ce que par hasard, il n'y a pas une puissance de et qui est très proche de l'inverse de et, ou qui est même l'inverse de et. Donc il faut faire attention à ça parce que normalement c'est le cas. Il y a une puissance de et qui est l'impuissant f, en fait, l'inverse de e est une puissance de e. La question c'est savoir laquelle. Alors si c'est juste e carré ou e cube, c'est tellement rapide à calculer que c'est c'est un choix c'est une des premières choses à vérifier. Et par contre, si c'est e puissance 35 000 milliards, bon là, en fait, ce sera un peu plus dur. Peut-être que je suis en dessous de la réalité. Peut-être qu'il faut que ce soit encore plus solide que ça. Donc, en général, on fait attention dans l'algorithme RSA, quand on applique vraiment RSA, à choisir une clé E telle que f n'est pas trop proche, n'est pas trop spécial. Donc, ça, c'est un travail que A doit faire. A doit faire attention à ça. Un point suivant, il faut quand même en parler, c'est que ces codes sont cassables. On peut les casser. Théoriquement, il est tout à fait possible de factoriser n'importe quel entier. C'est juste une impossibilité due à notre puissance de calcul actuelle et à nos théories actuelles, à nos méthodes. Donc, si vous avez un message qui doit tenir des siècles, vous pouvez oublier RSA. Si vous avez un message qui doit tenir 5 minutes, oui, il n'y a aucun problème. Les codes RSA, en fait, sont normes. Je crois que, d'après mes souvenirs, les codes sont changés toutes les 20 minutes, quand vous utilisez une connexion sécurisée. Il y a quand même eu des progrès dans la factorisation et la puissance de calcul. Et il y a aussi des lois qui empêchent d'avoir des clés trop grandes, parce que c'est plus facile à casser. Ensuite, il y a un point qui est très inquiétant, c'est lorsqu'une agence propose un système et conseille un système, prenez ce système, il est réputé, nous l'avons testé. Oui, mais en fait, il arrive très souvent que le système de cryptage en question donne l'impression de générer des premiers PQ totalement aléatoires, mais en fait peut-être qu'il en génère toujours les mêmes, ou une liste finie, très facile à connaître. Imaginons qu'il y ait 1 milliard, disons, de possibilités. 1 milliard c'est rien. Nous on parle de PQ des nombres à 200 chiffres. 200 chiffres, ça devrait être la taille de ces premiers-là. Donc s'il n'y a que 1 milliard de premiers que donne le système de cryptage, et que ce sont toujours parmi ceux-là que les premiers sont choisis, pour un ordinateur c'est extrêmement facile à vérifier. Une liste de 1 milliard, ok, ça prendra quelques jours peut-être beaucoup moins,
mais ce sera très facile à craquer. Ça ne tiendra pas des années comme ça devrait être le cas. Donc, et en plus, pour l'utilisateur, ce sera très difficile de voir qu'au bout qu'il y a des premiers qui reviennent tout le temps. 1 milliard, c'est pas souvent qu'on peut tester ça, qu'on peut tester que ce sont ces premiers-là. Alors, c'est une attaque qui est difficile à voir, mais quand même on peut la voir avec RSA, parce que l'algorithme est extrêmement simple, mais avec d'autres codes à clé publique, c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est beaucoup plus difficile de voir ça. Par exemple, en utilisant les courbes elliptiques ou voilà, en utilisant les courbes elliptiques, il y a des méthodes de cryptage qui sont basées là-dessus. Et là, il y a eu un fait qui est arrivé, c'est une mésaventure qui est arrivée, c'est justement que les codes n'étaient pas générés n'importe comment. Et de façon encore plus difficile. En fait, il y avait quand même on ne pouvait pas voir donc que ces objets qui étaient générés étaient en fait les mêmes, qu'il y avait une porte dérobée. Là, c'est possible. Et puis, un autre dernier point qui est très important, quand vous êtes en train d'utiliser une connexion sécurisée, il faut que l'algorithme que vous utilisiez compresse le message. Pourquoi? Il faut toujours compresser les choses avant, parce que de façon générale, en cryptographie, quand il y a une redondance, eh bien c'est un biais d'attaque. Toute redondance permet d'attaquer un code. Donc il faut essayer de supprimer les redondances, c'est-à-dire comprimer avant de faire quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est un petit message où il faut faire attention au code RSA, il marche mais c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Il y a mieux maintenant que RSA bien sûr, mais il faut faire attention, ces mises en garde en fait existent à peu près pour tous les codes. Alors, un petit exemple, donc on prend ici, ça c'est un exemple, jamais on va prendre des nombres aussi faibles. On prend un premier qui est 41, l'autre qui est 37. En théorie, ça ce serait au a minima leur nombre de chiffres plutôt. Ce serait, en fait, il faudrait prendre des premiers qui ont 100, 200 chiffres, des choses gigantesques. Mais là, on va prendre 41 et 37. Donc n, qui est une partie de la clé de cryptage publique, c'est le produit des deux. Ça va être 1517. Phi de n est facile à calculer, avec les deux premiers, c'est 1440. Par contre, si on vous donne que 1517, il faudra bien sûr le factoriser pour pouvoir calculer phi de n. Donc là, c'est facile parce que c'est petit, mais en général, ça peut être très difficile. Je vais prendre un nombre au hasard, et qui est premier avec n, avec phi de n, pardon, on va prendre 59. Et 59 par Bézout, on sait faire, 1440 et 59, on sait calculer, et on trouve que 659 est une clé, est un inverse de 59 modulo 1440. Donc la clé publique va être 59 1517, et la clé privée va être 659. Alors imaginons que le message soit 512 par exemple. Le message crypté c'est 512 puissance 59, modulo 1517 ça nous donne juste 80, et 80 puissance 659 quand on veut le décrypter, modulo 1517 nous redonne le 512. Donc tout ça c'est une construction que A doit faire, B ensuite doit juste faire ces étapes-là, prendre son message et le crypter, et puis A doit le déchiffrer simplement en utilisant sa clé privée. Alors, pour générer des nombres premiers aléatoires, juste mentionner quelques méthodes. Une idée, c'est par exemple d'utiliser le théorème de Laird de tout à l'heure, ou sa version petit théorème de Fermat, où on prend spécifiquement un premier. Si P est premier avec A, alors A puissance P-1 va être congru à 1 modulo P. Donc si par contre P n'est pas premier, si par contre cette propriété n'est pas satisfaite, alors P ne sera pas premier, contraposé. Du coup, on va utiliser ceci comme un test, passer le test de Fermat de base A. Alors un nombre passe le test de Fermat de base A si A puissance n-1 est congru à 1 modulo n, pour tout A, pour A, disons, qui est premier avec n. Alors,
pour générer des nombres premiers aléatoires, on va choisir aléatoirement un nombre impair et on va vérifier si oui ou non il passe le test de Fermat de base 2. Alors, il y a un premier problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de générateur de nombres aléatoires. C'est aussi un biais d'attaque. Si vous prenez un générateur de nombres aléatoires, mais que vous savez prévoir à l'avance, les générateurs de nombres aléatoires en fait partent d'un nombre et font des opérations dessus qui sont des opérations mécaniques mais qui sont très difficiles à prévoir. Par contre, vous pouvez, si vous prenez la même graine, le même générateur, le même point de départ, c'est déterministe, donc vous pouvez retrouver exactement quels sont les nombres qui vont être générés ici. Donc, il n'existe pas de véritable générateur de nombres aléatoires, et du coup, on est un peu embêté, mais alors pour ça, il y a deux solutions. Soit on peut se servir des cours de la bourse pour utiliser une graine différente pour les générateurs de nombres, ou aussi la désintégration radioactive. Il y a eu à une époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je pense que oui, il y a eu des composants qui écoutaient les désintégrations radioactives, qui génèrent aléatoirement des nombres, du coup, et ça marche bien. Mais bon, ça coûte cher. Autre problème, c'est les nombres pseudo-premiers. C'est que ceci ne marche pas toujours. On sait que si la propriété n'est pas satisfaite, le nombre n'est pas premier, mais si la propriété est tout le temps satisfaite, ça ne veut pas dire qu'il est premier. Et même il y a des nombres qui passent tous les tests de Fermat de base A, avec A premier avec N, ils les passent tous ils les passent tous sans exception, et on appelle ça des nombres de Carmichael. Les nombres de Carmichael, il y en a une infinité. Bon. Donc il y a toujours, il y a toujours un risque de prendre au départ des nombres qui ne sont pas premiers. Et du coup, la procédure ne fonctionne pas. Alors il y a pour ça d'autres tests qui sont beaucoup plus efficaces, Solovey-Strassen ou Miller-Rabin, qui sont deux autres tests qui sont, eux, non pas sûrs, mais on peut choisir à quel point ils ne sont pas sûrs, tandis que là, on n'a pas trop de contrôle sur ce qui se passe. Voilà, donc application donc, de cette fonction phi de n, tout simplement communiquer de façon sécurisée par Internet. Et je vous dis, méfiez-vous quand même de ces codes à clé publique. On ne peut plus s'en passer pour les communications, c'est impossible. Par contre, votre carte de crédit, j'espère qu'elle va tenir plus longtemps que 5 minutes. Voilà, si vous allez communiquer votre numéro de carte de crédit par Internet et que les codes RSA tiennent 5 minutes, ça ne va pas marcher. Alors imaginons qu'ils tiennent 20 heures, déjà là c'est quand même embêtant. Imaginons qu'ils tiennent 6 mois, on ne change pas de carte de crédit tous les 6 mois. Donc il y a quand même, des risques liés à ça, et il faut bien prendre de très très grands nombres premiers ici au départ et faire attention au choix de E et de F, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans la situation en fait où on croit que c'est sûr et ça ne l'est pas. Il y a pire que de communiquer de façon ouverte, c'est de communiquer de façon à penser qu'on est protégé alors qu'on ne l'est pas, parce qu'on n'est même pas au courant qu'on court un risque. Donc ça marche bien, le RSA, quand on le travaille bien et quand on ne respecte pas tout à fait les normes des gouvernements, je crois. Sinon, les gouvernements ont choisi quand même des normes qui font que des malfrats, des malfaiteurs peuvent difficilement décrypter, mais eux y arrivent beaucoup plus rapidement puisqu'ils ont des ordinateurs plus puissants. Voilà pour cette première application. À bientôt, je vous souhaite une bonne journée.